Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu des activités. Donc, alors d'abord, une bonne nouvelle. Patrick, je ne sais pas si tu l'as dit, apparemment il y a beaucoup de nouvelles personnes cette année, là, au Week-end de la Liberté. Donc je pars du principe que tout le monde ne nous connaît pas et que tout le monde n'est pas forcément libéral. Donc je vais essayer de prendre ça en compte. Donc pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, dans le civil, je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ce sujet-là, mais ça c'est la faute de Patrick. Je suis ingénieur télécom et comme chaque année, donc j'ai hérité d'un sujet qui va me demander beaucoup plus de travail que si c'était mon métier, mais ça c'est la règle. Alors, on m'a demandé de traiter le sujet suivant, donc la culture, sous l'angle qui correspond au thème de ce week-end, c'est-à-dire service public, service privé. Donc, évidemment, traiter de la culture en 45 minutes, je vais devoir faire des impasses assez énormes. Donc, j'ai choisi quelques pans du système, enfin, du fonctionnement du système de la culture en France et dans quelques autres pays. Et j'ai choisi un pays de prédilection que tout le monde connaît en général assez bien, qui permet de faire des comparaisons assez intéressantes avec la France, qui sera les États-Unis. Je parlerai quand même un petit peu de ce qui se passe ailleurs, mais c'est assez intéressant. Et c'est pas tout blanc ni tout noir. Donc, je ne vais pas trop vous parler non plus des intermittents du spectacle ou d'autres sujets dont on nous a rebattu les oreilles. Je pense que ça fera un peu trop à cette heure de la journée. Donc, j'ai volontairement choisi des sujets qui sont peut-être moins connus. Alors, on va d'abord partir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce qui se passe en France. Donc, et avant tout, préciser les termes. Donc, très simplement, puisque culture, c'est un terme quand même très générique. En philosophie, on désigne par culture tout ce qui n'est pas du domaine de la nature, c'est-à-dire, notre façon de le dire, c'est ce qui est de l'ordre de l'acquis et non de l'inné. Et ça, c'est encore très vague. En sociologie, on définit ça un peu différemment, on va dire c'est ce qui est commun à un groupe d'individus et qui le cimente. En économie, alors là, par extension, puisque ça regroupe encore beaucoup de domaines, et je vais essayer de m'intéresser à ces trois domaines. Donc ça correspond à l'offre pratique de biens, de services dans le domaine des arts, des lettres. Bon, puis maintenant, la culture, ça regroupe d'autres domaines encore. Ceci étant dit, donc on va revenir aux origines, on commence par la France. L'état culturel, donc c'est une expression que j'ai empruntée à Marc Fumaroli, donc qui a écrit un livre éponyme. Bien sûr, on pense tous à André Malraux. Alors, ça n'a pas commencé par lui. Avant, je dirais, qui gérait la culture étatique, il va falloir qu'on précise ce que c'est. C'était essentiellement le ministère, qui ne s'appelait pas le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Instruction publique. Son nom complet, c'était le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Ceci dit, son rôle était quand même assez limité à la diffusion de ce qu'on appelle les classiques. Alors, évidemment, ces classiques étaient désignés par des fonctionnaires, mais le rôle du précurseur du ministère de la Culture était malgré tout relativement limité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc le gros changement, la bascule, ça a été donc en 1959, lorsque Malraux s'est vu confier ce ministère qui a été créé pour l'occasion. Alors, les conditions de l'arrivée à la tête du ministère de la Culture de Malraux ne sont pas très glorieuses. Ce qui s'est passé, globalement, si on relit les mémoires d'Alain Perfit ou le livre de Marc Fumaroli, c'est que Malraux, avant, était au ministère de l'Information. Donc déjà, ça commençait bien. Il était un petit peu trop roman, il avait commis quelques erreurs de communication, il fallait le caser ailleurs. Lui réclamait l'éducation nationale. De Gaulle a refusé et il a demandé à Debré de lui trouver un Marocain qui a été créé pour l'occasion. Donc ils ont récupéré des services dans différents ministères, ils ont appelé ça ministère de la Culture. Et le décret qui plaçait en poste André Malraux commençait par cette phrase. Donc le ministre d'État a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France, ça paraît normal, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Bon, d'habitude, ça reste toujours assez vague, mais on va voir en fait que cette phrase-là a été reprise dans un rapport de 2013, un rapport du ministère de la Culture, je ne vais pas vous montrer, c'est trop long, mais
qui servait à justifier son existence. C'est-à-dire comme, effectivement, suite aux péripéties des intermittents, de plus en plus de gens se demandent à quoi sert le ministère de la Culture. Un rapport a été commandé, il est sorti en 2013 pour essayer de montrer que toute la dépense publique qui était faite dans le domaine de la culture avait une réelle utilité. Et en préambule de ce rapport, on retrouvait cette phrase quand même qui date de 1959 pour montrer que tout ça c'est toujours d'actualité et que le ministère de la Culture se réclame de cette mission. Alors ceci, on va voir qu'il a largement excédé tout ce qui est décrit ici, qui est pourtant déjà très très vague. Alors, en France, j'ai choisi seulement quelques domaines d'intervention que je vais illustrer, il y en a plein d'autres évidemment. Donc les théâtres, l'art contemporain, et puis je vais insister un peu plus sur le cinéma, et histoire de vous tenir éveillé, j'ai prévu une petite activité ludique. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, alors en termes peut-être de budget quand même pour commencer, le budget du ministère de la Culture, c'est déjà un petit peu compliqué, puisque le ministère de la Culture n'est pas seul à intervenir dans tous les domaines qui sont là et bien d'autres. Si vous connaissez le fameux 1% culturel, 1% du budget de l'État qui devrait être consacré selon certains à la culture, bon, c'est à peu près ça, on est légèrement au-dessus. En réalité, quand on tient compte de tout ce qui se passe au niveau régional, au niveau municipal, on est largement au-dessus. Le ministère de la Culture donc, déclare un budget d'environ 3 milliards d'euros. En réalité, on est à 11 milliards si on totalise le tout. Donc 11 milliards d'euros, on est largement au-dessus du 1% culturel. En tenant compte donc tout ce qui est des autres ministères aussi, quasiment tous les ministères, c'est ça qui est surprenant, ont une ligne culture à leur budget. Tous les ministères, dans l'ordre, après le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères, qui intervient énormément à l'étranger, mais bon, ça fait partie de la mission de base, hein, diffuser la culture un petit peu partout. Et en troisième position, l'éducation nationale. On comprend aussi pourquoi, bon, c'était le ministère d'origine finalement, qui s'occupait des Beaux-Arts. Donc, si on tient compte en plus, si on rajoute tout, c'est-à-dire le comblement du déficit de l'assurance chômage des intermittents, bon, on arrive à 11 milliards. Alors, c'est pas tellement le chiffre brut qui est important, parce que finalement, rapporté au budget de l'État, il y a des budgets bien plus importants, donc pourquoi parler de ça. Ce qui est surprenant, c'est le rythme d'augmentation. Donc, depuis 1959, donc création du ministère de la Culture, les crédits du ministère ont été multipliés par 70. Donc, c'est quand même énorme. Et donc en moyenne, donc depuis sa création, les crédits, le budget a doublé en moyenne tous les 10 ans. Donc ça augmente à une vitesse folle. Alors ça n'augmente pas, évidemment, le ministère de la Culture dépense dans différents domaines d'activité. Ils n'augmentent pas tous à la même vitesse. Ceux qui sont les plus délaissés, bon, heureusement ils augmentent quand même, hein, je vous rassure. Ce sont tout ce qui est du domaine des archives nationales. Bon, on peut comprendre que ce ne soit pas forcément une priorité pour certains. Et là, alors, plus gênant, la protection du patrimoine. Donc là, effectivement, le budget augmente beaucoup moins vite que les autres. Alors, les secteurs en pointe, celui qui augmente le plus, le secteur en pointe, ce sont les frais de structure. Donc voilà, ça se porte bien, c'est sans doute une priorité. Bon. Alors, on regarde justement ces activités subventionnées. Alors les théâtres, bon, les théâtres c'est compliqué, si on détaille tout, vous avez les théâtres nationaux, les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux, bon, il y a toute une galaxie de théâtres. Ce qui était intéressant à voir, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, j'ai retiré tous les chiffres un peu trop détaillés. Ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la fréquentation de ces théâtres subventionnés augmente. Elle augmente légèrement, mais beaucoup moins vite que la dépense publique. Si on tient compte des entrées payantes. C'est-à-dire que si tout le monde payait sa place, effectivement, les recettes seraient supérieures aux dépenses. Comme beaucoup de gens ne payent pas, puisqu'ils sont même subventionnés, ça peut être des scolaires, ça peut être des subventions pour des maisons de retraite, ça se voit beaucoup aussi. Les entrées payantes ne couvrent pas les dépenses totales pour les théâtres subventionnés, malgré le fait que la fréquentation augmente légèrement, mais c'est très hétérogène, ça dépend vraiment de quel type de théâtre on regarde. Alors, l'art contemporain, très intéressant aussi, un aspect je dirais, de l'infiltration de l'art contemporain par l'État, c'est surtout au niveau régional, donc ce sont les FRAC, hein, donc les
les fonds régionaux d'art contemporain, qui ont été créés par Jack Lang il y a déjà 30 ans, donc on a quand même pas mal de recul. Le but, donc, c'est d'acheter des œuvres, ou de passer des commandes pour des œuvres, grâce à des subventions qui viennent, comme son nom l'indique, essentiellement des régions, un petit peu de l'État central, un petit peu aussi des collectivités locales. Donc il y en a 23 en France, et alors le problème c'est que ça suppose d'abord ces œuvres de les exposer. Alors on pourrait penser qu'elles sont exposées dans des musées, puisqu'il y en a déjà beaucoup sur le territoire. En réalité non, la plupart de ces œuvres, gérées par les FRAC, sont exposées dans des salles dédiées, c'est-à-dire qu'à côté, ils construisent des salles d'exposition. On prend l'exemple d'une qui n'est pas très loin d'ici, donc en Aquitaine. Tout ce qui est du domaine des salles d'exposition de la FRAC Aquitaine, ça a coûté 52 millions d'euros et ça accueille 15 000 visiteurs par an. Bon, ça a du mal à couvrir les frais. Pour donner un ordre de grandeur. Le problème aussi, c'est que pour passer commande de ces œuvres, pour les acheter, si elles existent déjà, il faut des commissions. Il faut des gens qui décident quel type d'œuvre on va favoriser avec des budgets publics. Donc évidemment, on sent le problème qui va poindre derrière, les problèmes de corruption, etc. Dans un dossier d'IFRAP qui date de 2013, l'IFRAP recensait 146 000 œuvres achetées par des FRAC, donc depuis le début, ça fait comme 30 ans, et qui sont entassées dans des réserves pour la plupart, puisque plusieurs dizaines de milliers d'entre elles n'ont jamais été présentées au public depuis leur achat. Si on tient compte des nombreux fonctionnaires qui gèrent ces FRAC, si on additionne à ça tous les fonctionnaires qui travaillent au niveau du ministère central de la culture, tous les gens qui ont une responsabilité dans le choix des artistes, des œuvres, des théâtres à subventionner, on arrive à un total de 22 000 fonctionnaires dédiés à ça. Donc vous imaginez les potentialités en termes de corruption, etc. Je ne vais pas trop détailler tout ce qui est du domaine des bibliothèques, des orchestres, je vais en reparler, mais par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Vous savez ce que c'est qu'une bibliothèque municipale, etc., un orchestre national. Bon. Je vais insister plus sur un sujet qui est très intéressant et assez facile à comparer avec ce qui se passe à l'étranger, c'est le domaine du cinéma. Alors en France, le cinéma subventionné, c'est quelque chose. C'est essentiellement le CNC, le Centre National de la Cinématographie. Donc, je dirais, alors, sans rentrer dans le détail de toutes les aides possibles, il y en a deux principales. Je vais laisser de côté tout ce qui est domaine des Sofica, etc., qui est un petit peu compliqué. Essentiellement, les aides, directes ou indirectes, aux films, aux maisons de production. Deux types d'aides, les aides fiscales, il y a une fiscalité qui est prélevée sur les salles de cinéma, les chaînes télé, les éditeurs de DVD, maintenant vos accès Internet, sur vos abonnements Internet. Donc cette fiscalité sert à financer des projets de production de films français. Le deuxième type d'aide, ce sont les avances sur recettes. Alors on va regarder ces deux types d'aides. Donc d'abord les aides fiscales. Donc l'idée c'est, comme je vous ai dit, de ponctionner toute une galaxie d'entreprises, les cinémas, les éditeurs de DVD, etc., les fournisseurs d'accès Internet, qui ont un rapport plus ou moins proche avec le cinéma. Le fournisseur d'accès Internet, dire que ça a un rapport avec le cinéma, c'est déjà un petit peu osé, mais bon. Alors c'est très pratique parce que c'est une fiscalité, on sait exactement combien on va en tirer. C'est un autre avantage, c'est que ça permet de faire financer les films français par le cinéma étranger. Donc, par exemple, il faut savoir qu'en France, 60% des ventes de tickets de cinéma correspondent à des films américains. Mais ce sont des tickets de cinéma, comme les autres, ils subissent une fiscalité. La fiscalité, c'est de l'ordre de 11%. C'est beaucoup quand même, 11% sur les tickets de cinéma. Et donc, ça sert à financer les films français. Donc, plus les Américains ont du succès en France, plus ils financent le cinéma français. C'est quand même génial. Alors, forcément, le problème qui se pose, ce sont les agréments. C'est exactement comme avec l'art contemporain. À quel film on va attribuer ces aides? Bon, on a vu, il suffit de créer une fiscalité, après le problème c'est de la distribuer. Donc, là encore, il y a des commissions, alors c'est le CNC qui s'occupe de ça, des commissions du CNC, je ne détaille pas toutes les commissions, ça aussi c'est un petit peu compliqué. Il faut juste savoir que ce ne sont pas les mêmes personnes qui siègent pour les premiers films, donc les producteurs qui vont faire leur premier film, et pour les candidats libres. C'est-à-dire que vous
vous avez déjà produit des films, éventuellement, n'importe où dans le monde, vous pouvez vous présenter en candidat libre. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Alors la Cour des comptes s'était étonnée de ça, c'est-à-dire de la façon dont les films étaient choisis. Elle avait dit c'est quand même un petit peu bizarre d'avoir des collèges de juges différents suivant que les gens avaient été déjà passés par le système ou pas, quoi. Donc ça pouvait là aussi favoriser la corruption. Il n'y a pas eu de réponse du CNC. Donc, alors justement, je vous l'avais promis, on va faire un petit jeu. Le CNC a eu à juger un cas intéressant. Alors je reprends cet exemple de la juriste Roselyne Théron. Alors je vous propose deux films. Alors comme vous ne les avez pas forcément vus, j'explique en deux mots. Donc le premier film c'est Un long dimanche de fiançailles, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, donc avec Audrey Tautou. Le deuxième film, alors donc Un long dimanche de fiançailles, donc c'est un roman d'amour qui se passe pendant la guerre de 14, etc. En deux mots. Et puis un autre film, alors, en version originale, The Fifth Element, littéralement le cinquième élément, avec Bruce Willis, qui est un film de science-fiction à grand spectacle. Alors l'un des deux est français, l'autre est américain. Attention, c'est très difficile. Je vous demande de trouver, alors par exemple ce film-là, qui pense qu'il est français. Bon, vous avez compris le truc, visiblement. Effectivement, vous vous méfiez, vous vous doutez bien qu'il y avait un piège. Donc, d'après le Conseil national du cinéma, Centre national de cinématographie, pardon, excusez-moi, effectivement, Un long dimanche de fiançailles, donc c'est un film américain. Et The Fifth Element est un film français. Et donc, le premier n'a pas eu sa subvention, le deuxième l'a eu. Alors, il faut expliquer pourquoi, quand même. Parce qu'évidemment, il y a des règles. Donc, les règles du Conseil national de la cinématographie, du Centre national de la cinématographie, sont relativement, on va dire, libérales dans l'esprit. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de financer des films français. C'est quand même la base. C'était la mission d'André Malraux à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'un film français? C'est un petit peu compliqué, sachant que maintenant les films se font de plus en plus dans des contextes internationaux. La définition est très très vague. Du moment que la société de production ou les producteurs ont la citoyenneté française ou vivent la majeure partie du temps en France ou travaillent la majeure partie du temps en France, on peut considérer que c'est un film français. Après, c'est au collège du CNC de juger. Alors, il y a juste un problème, c'est que donc, ce premier film, qui regroupe tous les codes du cinéma américain, film d'action, tous les acteurs quasiment sont américains, le réalisateur est français, c'est Luc Besson, mais surtout il est produit par Pathé, qui est une société française, donc ça suffit pour avoir la subvention. C'est un film en anglais, hein, d'ailleurs, version originale. Donc, mais c'est un film français. Et Un long dimanche de fiançailles, donc évidemment, adapté d'un livre français par un auteur français, le tout se passe en France pendant la guerre de 14, tous les acteurs sont français, c'est réalisé par un français, Jean-Pierre Jeunet, mais c'est américain parce que la société de production c'est la Warner. Voilà. Donc un exemple de ce qui se passe, classiquement on peut en trouver plein d'autres, mais celui-là est symptomatique, ce sont des films qui ça a fait du bruit à un moment donné. Bon. Donc autre chose également, donc vous avez peut-être entendu parler de la chronique du producteur Vincent Maraval, donc, dans Le Monde, qui dénonçait le salaire des acteurs français par rapport au prix de marché à l'international. On va parler tout à l'heure un tout petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. Un exemple symptomatique, c'est par exemple l'acteur Vincent Cassel, donc acteur français, qui a tourné dans deux films connus, donc Black Swan, film américain, et Mesrine, film français. Donc pour Black Swan, là il était soumis aux règles du marché américain, c'est-à-dire globalement le marché international. Il a touché un cachet de 220 000 € à peu près, bon, après négociation. Pour Mesrine, il a touché 22 millions d'euros, donc il y a un rapport de 1 à 100. Alors on voit le niveau. Donc évidemment, Mesrine avait reçu sa subvention, le film avait reçu sa subvention du CNC. Donc on voit un petit peu à quel point ça peut fausser les prix de marché. Donc évidemment, un acteur d'un film à l'autre, en fonction du succès qu'il va rencontrer, peut très rapidement augmenter son salaire, même avec un marché totalement libre. Et là, en l'occurrence, ce sont des films qui ont été tournés à très peu de temps d'intervalle, et on voit quand même un rapport de 1 à 100, ça paraît assez fou. Donc, on va passer un petit peu aux autres pays. Je ne vais pas trop étaler le cas de la France, puisqu'il est relativement bien connu.
Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, j'ai essayé de regarder un peu le monde entier. C'est compliqué parce que quand on cherche les pays qui ont un ministère de la culture, on se rend compte que c'est pas la bonne méthode, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que c'est exactement comme en France. En France, j'ai dit budget du ministère de la Culture 3 milliards, budget total, si on tient compte de tous les intervenants publics, 11 milliards. Donc c'est pas tellement le ministère de la Culture qui finance tout. Si je prends quelques exemples, par exemple en Allemagne, donc ce sont les Länders qui ont la responsabilité de la majorité du financement de la culture. Et l'État central ne fait quasiment rien, il n'y a pas de ministère de la culture. Au Canada, c'est la même chose. Pas de ministère de la culture central, ce sont les provinces et les grandes villes essentiellement qui financent. Alors, j'ai pris un troisième pays, les États-Unis, comme exemple, parce qu'il est assez bien connu, et surtout on y trouve de tout, mais finalement un peu comme en France. On va voir. Donc, on va regarder les différents types d'acteurs. Là non plus, il n'y a pas de ministère de la culture. Alors, c'est un peu joué sur les mots parce qu'il y a quand même un fonds fédéral qui s'appelle le NIA, bon peu importe, qui est abondé par l'État fédéral, mais là encore, on sent ils n'ont pas complètement oublié d'où ils viennent, c'est-à-dire que ce fonds ne peut pas être considéré comme un ministère puisqu'il n'est pas géré par des fonctionnaires, il n'est pas non plus géré par des élus, et il n'est pas uniquement financé que par l'impôt. C'est-à-dire que l'État fédéral en finance à peu près la moitié, le reste est financé, et c'est statutaire, par des mécènes privés. Et dans je dirais un petit peu comme l'article de création du ministère de la Culture français, quand on regarde le texte fondateur du NIA qui existe depuis Eisenhower, hein, donc c'est quasiment la même époque, on lit que un fonctionnaire a l'interdiction d'y siéger, et le motif invoqué, c'était pour éviter l'apparition d'un art officiel. Donc dès le début, il sentait déjà le danger. Eisenhower s'est quand même laissé convaincre de créer ce fonds, mais il sentait dès le début le danger d'avoir des fonctionnaires à la tête du fonds. Alors ceci dit, c'est là-dessus que les lobbies, qui sont essentiellement constitués par des syndicats d'artistes, ont le plus de poids. Hein. C'est-à-dire que les lobbies font essentiellement pression sur ce fonds qui est au niveau fédéral et finalement très peu ailleurs, puisqu'on va voir le reste du financement de la culture est très éclaté aux États-Unis et de nature essentiellement privée, donc c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des prébendes. Alors, donc comme je disais, si on descend un petit peu au niveau si on descend dans les niveaux de responsabilité, les États fédérés dépensent finalement très peu. Si on regarde le budget total que dépensent tous les États pour la culture, c'est presque ridicule, ça représente un peu plus d'1 $ par habitant. Donc c'est presque rien finalement. L'essentiel de la dépense publique, mais je vais faire la comparaison avec la France ensuite, c'est au niveau, on va dire, des comtés et de plus en plus des municipalités. Là les sommes sont énormes. Si on regarde par exemple, alors aujourd'hui où on en est, et ça peut vous surprendre, c'est pour ça que j'aime bien ce pays, il est assez paradoxal, si on regarde tout ce qui est financé par le public, mais au niveau local, c'est-à-dire comté, municipalité essentiellement, ça représente environ, alors le dernier chiffre que j'ai pu trouver, donc c'est 24 milliards de dollars, et si on regarde ce qui est financé par le privé, au niveau local aussi, c'est 12 milliards, donc environ la moitié. Donc le public finance quand même plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors par contre c'est l'évolution qui est intéressante, c'est-à-dire que depuis quasiment le début en fait des financements publics au niveau local, c'est en baisse constante, les financements publics sont en baisse constante, et les financements privés sont en hausse constante. Donc d'ici avant 2020, ça devrait converger, c'est-à-dire que les financements privés au niveau local seront plus élevés que les financements publics. Il faut savoir aussi que les structures publiques au niveau local ont énormément de problèmes budgétaires aujourd'hui avec la crise, les mini-bonds, etc. Et donc cherchent à se débarrasser de certaines charges financières sans trop que ça ait de conséquences au niveau des élections. Donc à partir du moment où la culture est largement financée sur fonds privés, retirer progressivement du financement public au niveau électoral, ça pose beaucoup moins de problèmes. Donc je dirais qu'ils ont beaucoup moins d'état d'âme pour taper dans ces budgets-là. Il y a beaucoup moins de gens qui sont désobligés du système. Alors si on regarde un petit peu le total, donc finalement, si on regarde tout ce qui est financé aux États-Unis, on fait un total
au niveau local, au niveau national, qui est relativement faible, si on le convertit en euros, donc on arrive à environ 25 milliards d'euros. Et je vous rappelle, la France c'était 11 milliards. Donc la France est quasiment à la moitié en termes de financement public du budget des États-Unis, comparé avec le nombre d'habitants, ça n'a rien à voir. Sachant qu'en France ça augmente, qu'aux États-Unis ça baisse. Donc si on regarde aussi, si on fait une comparaison des ordres de grandeur avec toutes dépenses confondues à tous les échelons, donc l'Allemagne aussi dépense 2 fois moins que la France, en dépenses publiques, et le Royaume-Uni 3 fois moins, si on tient compte des chiffres de l'OCDE. Alors, on va regarder les acteurs. Qu'est-ce qui fait l'originalité des États-Unis? J'ai dit que le financement privé était en hausse constante, et notamment au niveau local. Alors, ce sont des choses qu'on va retrouver quand même, pas tout, mais on va retrouver certains acteurs en France aussi, donc ça va être intéressant de faire la comparaison. Vous avez d'abord des institutions, alors ils appellent ça comme ça littéralement, hein, des institutions privées. Institution, c'est plutôt public normalement. Institutions privées parce que ce sont ce qu'on appellera ça en français des communautés de quartier. Ce sont on va dire des associations, un peu comme en France des associations de loi de 1901, donc qui ont un statut juridique, mais qui ont très peu d'obligations. Une association de loi de 1901, ça n'a pas beaucoup d'obligations. Ça a la personnalité juridique, mais ça n'impose pas beaucoup de choses. En plus, ça permet d'obtenir sur certaines conditions des déductions d'impôts, l'intérêt général, etc. Bon, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est beaucoup moins codifié, c'est-à-dire que ce sont des associations à but non lucratif, donc si on veut espérer des déductions fiscales, il ne faut pas être à but lucratif. Ce sont donc essentiellement des associations, des églises aussi, beaucoup les églises, et elles n'ont pas le droit d'avoir de financement public, et elles ne peuvent pas être gérées par des fonctionnaires. Un fonctionnaire doit démissionner s'il veut pouvoir gérer ces structures. Alors, elles interviennent principalement, ces associations, dans le domaine de l'art. C'est ça qui est assez surprenant. Il y a bien sûr plein d'associations de communautés qui ne s'appellent pas comme ça, qui s'occupent des indigents, etc. Mais là, je ne parle que de ce qui est du domaine de la culture. Alors, ils ont quand même une définition extensive de la culture, c'est-à-dire que ça va être des ateliers de théâtre, de quartier, ça va être des ateliers de chant, de danse, de musique, etc. Et aussi des ateliers de lecture, c'est-à-dire qu'ils incluent dans la définition de la culture tout ce qui est du domaine de l'alphabétisme. Alors je ne vais pas dire de l'instruction en général, mais c'est essentiellement ça, hein, apprendre à lire, à écrire, à compter. Alors, pas seulement les communautés de quartier, bien sûr il y a les fondations, ça tout le monde connaît. Les fondations, les deux principales qui existent depuis le milieu du 19e siècle, c'est la fondation Carnegie, la fondation Rockefeller, qui finance énormément, et puis tout autour de ça vous avez une galaxie de centaines de fondations plus petites, qui sont apparues au fur et à mesure. Elles financent énormément de projets culturels. Les fondations n'ont pas seulement une vocation purement sociale pour les gens qui sont en difficulté financière. Donc, les fondations, et puis, alors on y pense moins, mais il y en a énormément comparé à la France, proportionnellement, ce sont les bénévoles. Dire oui, mais alors faire reposer un système sur le bénévolat, est-ce que c'est bien moral, etc. Bon, alors le bénévolat, il faut s'entendre, c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on ne tire pas un revenu financier de l'activité. Je donne quelques exemples. Alors aux États-Unis, il y a environ, selon les enquêtes, c'est difficile de définir ce que c'est qu'un bénévole. Bon an, mal an. D'après une enquête que j'ai trouvée de l'État fédéral, hein, tout simplement américain, il y aurait en moyenne 90 millions de bénévoles aux US, dans tout un tas d'activités, pas seulement les activités culturelles. Alors il y a un exemple intéressant, si on prend des musées de très grande taille, très visités, qui n'ont pas besoin de, même s'ils en ont un peu, qui n'ont pas besoin de financement public pour être à l'équilibre, il y a le musée des Beaux-Arts de Boston. Alors, il y a quand même un petit peu de financement public. Le musée des Beaux-Arts de Boston, il est intéressant, celui-là, c'est le musée aux États-Unis qui a le plus de bénévoles. Il y en a 1500. C'est énorme. Donc 1500 bénévoles. Alors, je me suis demandé en fait pourquoi un musée qui est quand même assez rentable, qui n'a pas trop de problèmes pour embaucher du personnel, avait besoin de tant de bénévoles. Alors en fait, il fait des appels au bénévolat parce que de toute façon ça lui coûtera moins cher, c'est clair, c'est une motivation. Et les gens se présentent spontanément. Alors pourquoi? On s'attend à trouver, bon, si vous allez régulièrement aux États-Unis,
Ça choque personne de voir des gens relativement âgés travailler dans des activités salariées ou bénévoles. On en voit beaucoup dans les supermarchés, des fois simplement par nécessité, il faut être honnête, et d'autres par goût, tout simplement pour s'occuper. Les gens qui travaillent en général dans le domaine des beaux-arts le font peu par nécessité, et plus parce que ce sont des retraités qui ont énormément de compétences en domaine artistique, donc ce sont des guides, clairement, hein, des guides de musée. Ce sont aussi des personnes, tout simplement, qui vont tenir la cafétéria, des choses comme ça. Et ce qui est plus surprenant, c'est qu'environ la moitié de ces bénévoles ont moins de 25 ans. Donc des étudiants. Alors là, c'est plus surprenant parce qu'on connaît aussi beaucoup aux États-Unis les étudiants qui travaillent beaucoup, ne serait-ce que pour se payer leurs études. Alors comment ils peuvent faire pour se payer leurs études s'ils sont bénévoles? Ces étudiants en général sont des étudiants en art, tout simplement, et bon, qui font tout près de là où ils ont une compétence à exercer. Vous doutez bien qu'un étudiant qui, alors je suis allé sur le site du musée de Boston, quand on regarde la page de recrutement des bénévoles, bon, on a une description des postes, et donc les bénévoles qui sont pris là ne sont pas pour tenir en général la cafétéria, les jeunes. C'est plus pour faire valoir leurs compétences en art en faisant visiter le musée. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus valorisé qu'un jeune qui va aider quelqu'un à remplir son coffre au supermarché. Et même si ces gens-là ne sont pas rémunérés par le musée, ils sont rémunérés par les clients. C'est-à-dire que, vous connaissez, aux États-Unis, la coutume du pourboire, c'est quelque chose d'automatique. Vous ne le faites pas dans un taxi, au restaurant, vous êtes mal vu. Donc ces gens-là touchent beaucoup plus d'argent que s'ils faisaient un job d'été au supermarché. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc attention, parce qu'on dit bénévole, oui, bon, le musée profite de gens qui sont exploités. Bon, d'abord, si c'était vraiment exploité, ils ne le feraient pas. Ils devraient faire quelque chose d'un petit peu rémunéré quand même. Et donc s'ils le font, c'est qu'ils en tirent quand même un bénéfice et pas seulement une satisfaction personnelle. Alors, autre chose, un exemple de fondation, alors là c'est une anecdote personnelle que je vais vous raconter. Il y a 4 ans à peu près, je suis allé aux États-Unis, dans la région de Washington. J'étais à 50 km de Washington pour une réunion de libéraux un petit peu confidentielle. Bon, j'aime bien le théâtre, notamment les comédies musicales. Et alors je me suis dit, à cet endroit-là, je ne vais pas trouver, enfin j'aurais bien voulu, mais les comédies musicales, c'est dans les grandes villes. Donc je suis tombé sur une affiche d'une comédie musicale de Broadway qui se jouait presque dans la campagne, on va dire, à 50 km de Washington. Je me dis, c'est quand même bizarre, je ne sais pas comment ils font pour équilibrer le budget. Ça demande des dizaines de comédiens, de danseurs, de techniciens, etc. Et en fait, c'était intégralement géré par une fondation privée qui avait construit un théâtre en partant de rien, donc quasiment en pleine campagne. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'ensemble fonctionner. Il fallait que ce soit à l'équilibre. Là, il y avait absolument zéro financement public, comme l'attestait la plaquette, le livret du spectacle. Et en fait, ils avaient fait ça de façon très intelligente, c'est-à-dire comme la densité de population était sans doute pas suffisante pour être à l'équilibre en faisant uniquement du théâtre, il s'était mis en plein milieu d'une marina, donc d'une base nautique, qui proposait déjà plein d'activités, donc on avait une salle de concert, salle de théâtre, etc., en plein air, qui fonctionnait aussi bien été que hiver, le tout géré par des bénévoles, mais rémunéré par les clients, puisque c'est la norme. Et alors surtout, vous trouvez sur le livret la liste intégrale des donateurs. Donc vous avez des donateurs, il y avait la fondation Carnegie justement qui donne un petit peu partout, et puis vous aviez des donateurs à partir de 100 $ qui étaient mentionnés sur la plaquette. Donc vous avez 5 ou 6 pages de nom de donateurs sur la plaquette. Et ça fonctionnait apparemment étonnamment bien. Et ces gens-là disaient qu'effectivement sur leur plaquette publicitaire, ils étaient reliés en réseau avec des dizaines d'autres initiatives dans le pays pour faire tourner les troupes de théâtre et donc permettre une certaine rentabilité. Donc l'avantage en ayant un équipement de haut niveau, de très bonne qualité sur place, ça diminue le nombre de techniciens qu'il faut déplacer, etc. Donc c'est assez impressionnant de voir à quel point l'ensemble était bien rodé. Et puis pour terminer, la petite anecdote, donc la marraine du théâtre, c'était Michelle Obama. Il n'y a absolument rien à voir dans l'histoire, mais alors j'imagine, je ne l'aurais pas demandé, enfin j'imagine que ça devait attirer du monde. Enfin les gens qui aiment bien Michelle Obama, puisqu'elle encourage les gens à venir là, bon, pourquoi pas, allons-y. Mais il y avait zéro financement fédéral, et elle n'avait absolument rien à voir, elle a dû un jour couper un ruban, et c'est à peu près tout. Voilà. Donc, bon, j'ai trouvé que c'était une bonne illustration de ce qui se passe là-bas.
Alors vous allez me dire, oui, mais les fondations, les bénévoles, ça existe en France aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a de si différent? Le mécénat aussi, donc existe en France, mais la différence c'est qu'aux US c'est la norme. Le financement public, comme je l'ai dit au début, c'est l'exception. En France, c'est exactement l'inverse. Donc le financement public va croissant, et même, je vous ai dit, le budget global de la culture double tous les 10 ans. Et les fondations existent bien sûr, mais c'est l'exception. C'est même beaucoup plus contraignant qu'aux États-Unis. Vous connaissez le principe, en France, vous créez une fondation, c'est tout à fait possible, mais le ministère des Finances doit siéger au conseil d'administration. Donc vous avez malgré tout un certain contrôle de l'État, qui n'est pas gigantesque, mais qui existe quand même. Donc aussi, vous n'avez pas de prétention aux États-Unis, et ça c'est inscrit dans les textes des institutions publiques, vous n'avez pas cette prétention à vouloir définir un art officiel ou à vouloir orienter les goûts de la population. Et ça, quand Eisenhower a accepté la création du fonds fédéral, qui finalement, je l'ai dit, ne sert pas à grand-chose en termes de quantité de subventions distribuées, il l'a fait écrire directement dans le décret de création du fonds fédéral. Également, les budgets publics, je l'ai déjà dit un peu, ils baissent énormément aux États-Unis parce que les lobbies ont du mal à faire pression. Les lobbies ne peuvent faire pression que sur un petit budget qui est au niveau fédéral et qui, de toute façon, va difficilement croître puisqu'il n'y a pas de fonctionnaires pour attribuer des subventions à des copains. Il n'y a tout simplement pas de fonctionnaires pour gérer les fonds fédéraux. Donc on est plutôt dans un système vertueux, contrairement en France. Aussi, alors, je dit que je ne parlerai pas des intermittents, on en parle un tout petit peu, mais aux États-Unis. Alors, l'équivalent des intermittents aux États-Unis, bien sûr, ça existe, les comédiens n'ont pas d'emploi à plein temps, mais la plupart, ces comédiens-là doivent se débrouiller, ils peuvent très bien se payer une assurance privée, mais la plupart du temps, ils ne le font pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tout simplement 2 emplois. Donc, classiquement, j'ai cité l'exemple des comédies musicales, alors ça, c'est l'exemple type. Si vous lisez le livret de présentation d'une comédie musicale, vous trouvez d'abord les acteurs ont beaucoup de rôles, c'est assez étonnant, vous avez des acteurs qui jouent 4-5 rôles suivant les soirées pour pouvoir faire les remplacements pendant les vacances, gérer les cas de maladie, etc. Mais à côté, ils ont aussi une fonction technique. Vous avez beaucoup d'acteurs qui parfois ont une fonction de machiniste, etc. Donc ils ont plusieurs compétences. Donc c'est comme ça que la plupart d'entre eux résolvent le problème et il n'y a absolument rien qui ressemble au statut d'intermittent tel qu'on le connaît en France. Également, vous avez, alors pour un pays aux États-Unis qui a moins d'habitants que l'Europe, vous avez 2 millions d'artistes au total, c'est-à-dire plus qu'en Europe au total. Donc, visiblement, c'est un statut qui ne doit pas poser tellement de problèmes que ça. Vous avez également, c'est un des 3 premiers pays par le nombre de bibliothèques par habitant. Je n'ai pas parlé du tout des bibliothèques avant, donc ça fait partie de la culture aussi. Donc visiblement, le système qui fait que, il y a des bibliothèques publiques aussi, ça existe, mais majoritairement le financement est privé, et pourtant vous avez le plus haut taux de bibliothèques par habitant, c'est l'un des 3 plus hauts dans le monde. Alors quand même, j'ai dit du mal de la France, je n'ai pas dit que du mal, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. J'ai dit qu'il y avait quand même des choses intéressantes qui existaient, on a des fondations, on a du mécénat, je n'ai pas parlé des fonds de dotation. Fonds de dotation qui sont créés le plus souvent par des associations, mais de plus en plus par des entreprises. Donc des fonds de dotation avec l'équivalent d'un conseil d'administration qui va attribuer des fonds privés, non pas selon des critères, on va dire, totalement arbitraires, mais des critères qui vont être propres à la philosophie de ce fonds, qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Voilà. C'est comme ça. Peut-être quelques raisons d'espérer, parce qu'on voit qu'en France on ne va pas dans le bon sens. Grâce à Internet, il y a quand même beaucoup d'outils qui émergent. On a de moins en moins besoin de structures lourdes, de structures privées lourdes, pour financer des projets ambitieux. Donc, alors ce qu'on appelle en général, c'est difficile de trouver un terme en français qui rassemble toutes ces initiatives, ce qu'on appelle en anglais le crowdfunding, c'est-à-dire le financement par la foule, littéralement. C'est le fait de dire, vous connaissez peut-être des exemples, je suis un artiste, personne ne me connaît, je viens d'écrire 10 chansons, je vais en mettre quelques-unes sur Internet et je vais demander aux gens de payer 5 €, 10 € s'ils aiment.
si ça leur plaît. Si ça leur plaît, si je vois que je peux peut-être arriver à gagner ma vie avec ça, je vais faire 20 chansons. Et éventuellement, je vais m'autoproduire, puisque j'aurai suffisamment d'argent pour le faire, sans passer par une grosse maison d'édition. C'est pas parce que c'est privé que c'est bien. La collusion entre les grosses maisons d'édition, de disques, etc., et l'État est totale. On aurait pu parler, vous en parlerez peut-être dans les questions, de la protection des droits d'auteur. Les maisons d'édition font tout ce qu'elles peuvent pour faire supporter le coût de la protection des droits d'auteur, si tant est qu'on soit d'accord avec le principe. Que la protection des droits d'auteur soit assurée par le contribuable et non pas par les producteurs de musique, de cinéma, etc. C'est la loi Adopi, c'est la SACEM, etc. Bon, voilà. Donc, j'ai pas tendance à défendre les grosses. Alors, le financement par la foule, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. J'ai entendu de certains chanteurs qui ont émergé uniquement grâce à ça, le chanteur Grégoire, peut-être, vous connaissez. Il y a plein d'autres exemples de gens maintenant qui se financent comme ça. Et puis après tout, puisque tout le monde ne sera pas forcément d'accord, on a parlé là depuis le début du week-end un petit peu du concept de chèque éducation, du chèque santé, pourquoi pas le chèque culture alors, puisque les gens qui pensent que la culture doit absolument être subventionnée, prenons-les en mots, subventionnons la culture, mais c'est aux clients de choisir. Donc on va distribuer des chèques et les gens donneront le chèque à qui ils veulent. Voilà, merci.